aux enfants de la patrie. Ouais, bah ouais, j'étais bien obligé de chanter un petit peu l'hymne national vu ce dont on va parler aujourd'hui. Et bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau podcast après 2 mois d'absence, je crois, de Sunday Night Wrestle. Ouais, la dernière fois c'était un débrief de Extreme Rules. Oui, on va oublier Payback. Et donc nous revoilà pour Money in the Bank avec toute une bande de chroniqueurs qui ne sont pas partis en vacances. On bosse, mine de rien, cet été. Voy a hablar poco español con el nuevo Nantese Tifo. ¿Por qué tú hablas español conmigo? Porque hablas español. Ok. Ahora. Ah, ok. Bon, bah, salut tout le monde. En fait, j'ai pas compris pourquoi il m'a parlé espagnol, mais salut tout le monde. Après ce petit beat, on va passer à Orbaz. Salut Orbaz. Salut tout le monde. Alors attention, je suis le fan numéro 1 de Sina ce soir. Je le défends à mort. Alors préparez-vous parce que là ça va défoncer. Oui, bon, on verra ça. Oui. Celui qui a payé pas mal de chèques, je crois, pour venir dans l'émission, c'est Renaud. Salut Renaud. Salut Brosti, salut tout le monde. Ouais, je suis un mec blindé, moi, faut le savoir quand même. Je suis un mec super blindé. Donc, Bah oui, quand même, de la Costa Riviera, bah ouais, quand même. Ouais. C'est du lourd, hein. Ah, c'est du très lourd. Du très très lourd. Mais ouais. Bon, après, il y a celui dont j'ai pas reçu le chèque ce mois-ci pour les pronos, du coup, bah, il les a pas gagnés, c'est dommage. MP, salut MP. Ben oui, je finis 6e de ces pronos ce mois-ci. Je suis déçu. Il va falloir faire un plus gros check le mois prochain. Ben voilà. Mais toujours content d'être avec vous pour parler de ce pay-per-view. Ouais, mais la prochaine fois, il faudra aussi un chèque. Hein. Et salut Verpac. Et oui, salut. Et je suis dans une très grande forme parce que le résultat du premier match de Money in the Bank m'a mis dans une forme quasi olympique. Ah bon? Ah oui. Ça. Ah ouais, à ce point-là. Ça promet. C'est du teasing, ça. Hein. Carrément, oui. Et au programme, donc, on va se concentrer sur Money in the Bank. Tout de suite après le toujours fameux jingle qu'on connaît depuis des années. Money, 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 money. Voilà. Mais non, tu viens de faire DiBiase, là. Ah, pardon. C'est money. Money. Et au passage, je fais un petit coup de gueule, j'en peux plus de ce team song. Putain, ça fait 3 ans qu'ils nous le sortent. Merci. Version 2011, version 2013. Ça, c'est trop ça. Version 2013. Et c'est toujours la même. Revenez pour la 2014. Retrouvez la version dubstep l'année prochaine. Est-ce qu'on prend un petit pari? Est-ce que ça restera pour 2014? Bah, carrément. Évidemment. Bon bah, rendez-vous dans un an. Oui. Oh, mais rendez-vous d'un petit peu moins, là, après le jingle. Et donc nous revoilà pour l'analyse de Money in the Bank qui s'est tenue le 14 juillet au West Fargo Center de Philadelphie. Je sais pas pourquoi j'ai roulé le R Fargo, mais enfin bon, bref. Et on va commencer déjà dans le vif du sujet avec le pré-show, un bon pré-show qui était consacré uniquement sur les titres par équipe. Entre d'un côté les jumeaux Usos Jimmy et Jay qui défiaient les tenants du titre de The Shield, Roman Reigns et Seth Rollins, qui sont sortis vainqueurs à l'issue de 14 minutes 48 secondes précisément, marqués par 2 petites pauses publicitaires. Au passage, c'est d'assez loin le match le plus long de l'histoire des pré-shows. Et peut-être le meilleur. Il me semble que Verpa... Non, il a vu la VF, donc il n'y avait pas le pré-show. C'est bien dommage d'ailleurs, AB1 pourrait faire le pré-show, pourrait diffuser le pré-show. On va passer hors base, une fois n'est pas coutume, pour démarrer cette analyse alors. Déjà c'est un kick-off, hein, je rappelle. Hein, maintenant c'est un kick-off. Match très sympa. Écoute, c'est le meilleur. Ouais, c'est clair que c'est le meilleur kick-off qu'on ait jamais eu. Très étonné que ce match ne soit quand même pas sur la carte principale parce que les titres tag team semblent avoir une nouvelle jeunesse depuis quelques mois.
Bah ouais, c'était un peu une surprise de le voir en kick-off, bien que les Usos, je sais jamais le dire ce truc, soient pas vraiment très populaires et soient vraiment, enfin, ils sont vraiment sur le retour que maintenant. Bon, après le match est sympa, mais surtout pour la fin, avec l'enchaînement des finishers, le spot à 4 qui, bon, même si on voit qu'il est un peu préparé et assez artificiel, est vraiment très sympa. Ouais, non, c'était un très bon match avec un finish vraiment haletant. Avec, je crois que c'est les 2-3 dernières minutes qui sont vraiment à 100 à l'heure, quoi. Eh ouais, non, mais c'est sûr, je serais d'avis, hein, c'est limite un petit show stealer avant le show, c'est, c'est assez curieux, qui a bien chauffé le public, qui avant était pas mal concentré à Vidi surtout, et je sais pas ce que MP en a pensé avec ces fameuses deux postes publicitaires notamment, j'espère qu'ils ont pas entravé t'as vu du match. Ben oui, ça dérange un peu. En plus, c'est des longues pauses publicitaires de quoi, de 1 minute. Surtout pour un pay-per-view que normalement, si tu regardes le pre-show, ben, tu connais un placard, tu connais qu'est-ce qui s'en vient, quoi. Donc, c'est un peu dommage de ce côté-là. Mais c'était un très bon match. Puis, moi, j'irais peut-être même jusqu'à dire que c'est peut-être le deuxième meilleur match de la soirée, quoi. Donc, c'est un match de grande qualité. Comme Orbaz le dit, on voit pas souvent ce spot à 4 là, avec un peu une superplex, avec une powerbomb, en tout cas. Je sais pas comment décrire exactement ce spot-là, mais si vous avez regardé le match, vous allez reconnaître le spot dont je parle. Puis c'est un match qui a aussi une longue durée. Je pense que, je sais pas si c'est Bossy qui l'a dit, mais je pense que c'est le plus long match de pré-show. Donc, Un quart d'heure, c'est ça, ouais. C'est quand même très bon, surtout que avant on sait que la formule du prix show, bah c'était quoi 5 minutes, puis c'était ça pas mal. Donc là, c'est depuis les 2 derniers prix show avec le Sheamus Sando et maintenant le Uso Shield, ben là c'est déjà des matchs de plus longue qualité. Un peu dommage, comme Orbaz a dit, d'avoir le Shield à cette position dans la carte, mais il paraît que le Shield avait un peu de heat avec les officiels de la WWE. C'est un peu dommage de ce côté-là, mais bon. J'espère qu'ils vont, c'est juste un mauvais pas sur la route, puis qu'ils vont retrouver le meilleur sentier, quoi. Et oui, effectivement, bah, on verra bien, oui, ce qui peut se passer après. De toute façon, cette rivalité, bah, à mon avis, est appelée à se répéter, comme on le voit un petit peu dans le match qui suivra. Donc, à votre avis, à mon avis, ça sent le match à revanche à SummerSlam. Revanche, entre guillemets, quoi. Un petit rattrapage. Non? Ouais, mais même si c'est, enfin, je sais pas, une affiche Uso Shield à SummerSlam, ça paraît assez étonnant. On aurait pensé que bon, il y aurait pu avoir une autre équipe ou quelque chose dans le genre. Après, moi, ça me dérange pas du tout parce que bon, bah, les Usos, on voit que c'est vraiment une vraie équipe, quoi. Et bon, bah, ça fait plaisir de les voir revenir à un niveau plus correct, on dirait, au niveau des tag teams, parce qu'ils avaient eu juste une chance face à l'Hart Dynasty il y a 2 ans, je crois. En 2010. Et en 2010, bah, il y a 3 même. Alors là, enfin voilà, donc il était temps qu'ils reviennent parce que c'était à peu près la seule vraie équipe dans le roster depuis un moment. Et puis là, face au Shield, ça peut faire vraiment un match sympa pour SummerSlam, surtout si c'est dans la carte cette fois-ci. Bah oui, voilà. Bah à mon avis, ils ont gagné leur accès à la carte, donc c'est à voir après. Une petite réaction auditeur, enfin ça fait bizarre de dire auditeur quand je dis qui a réagi, c'est Sébastien qui, lui, bah ça l'a fait chier le match. Hein. Les 2 premiers tirs étaient longs et ennuyants, mais le dernier va à 100 à l'heure et parvient à rendre bon un affrontement pas terrible. Comme quoi, il y a des feelings assez particuliers parfois. Après, ouais, c'est vrai que les 2 tiers du match, ça faisait très match de cartes, assez classique. C'est vraiment le finish qui fait chose style. Bon, mais en parlant de choses stealer, on peut passer à l'opener qui est le Money in the Bank ladder match pour un contrat pour le titre poids lourd et qui était minoré composé uniquement de heel avec Dean Ambrose, champion des États-Unis, Fandango, Wade Barrett et 2 associations, même si c'est chacun pour soi normalement, avec les Real Americans Antonio Cesaro et Jack Swagger, qui était le seul vainqueur du MITB. C'était en 2010, je crois, avec un règne de champion poids lourd, très peu glorieux, peu de temps après. Et ensuite, pour finir, les 2 amis qui formaient l'équipe Rhodes Scholars, Cody Rhodes et Damien Sandow. Et Damien Sandow, son vainqueur, en trahissant son meilleur ami Cody Rhodes, a donc une amitié qui prend brutalement fin, paradoxalement, dans la ville de l'amour fraternel, comme quoi.
Et le match aura duré 16 minutes 25 secondes. Donc, as-tu pensé globalement du match et voire du vainqueur Tifo? Ah bah alors moi déjà, j'attendais pas grand-chose parce qu'en fait c'était quand même le Money in the Bank des superstars heal concrètement. Il y avait vraiment que des heals, enfin je crois. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, très très bon match. Franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment pris mon pied devant ce match. Parce que d'habitude, ouais, mais en ce moment, moi, j'ai une petite période un peu creuse. J'avoue, dans le catch, je suis un peu déçu par certaines choses, certains matchs qui me gavent. Mais alors là, j'ai pris un plaisir, mais pas possible, quoi. Franchement, c'était super. Il y avait des innovations dans les mouvements. La foule était très bonne, je trouve. Rien qu'à l'entrée de Cesaro et de Swagger, elle a vachement bien réagi au We the People, comment elle a acclamé ça, c'était vraiment très bon. Et au final, on a le droit à un vainqueur, mais alors là, j'imaginais pas du tout, quoi. Pour moi, ça aurait été certainement un Swagger ou un, comment dire, Passando, merde, Ambrose plutôt. Ouais, non, pas Barrett, j'aurais pas vu Barrett, parce que pour faire chier Gus déjà. Et non, j'aurais plus vu Ambrose ou Swagger parce que Swagger avait eu un title shot quand même. Mais au final, j'aurais jamais cru qu'une équipe aurait été dissoute comme ça avec avec le gain de Sando. Donc vraiment très bonne surprise, très bon match. Donc vraiment très bon opener, rien à dire. Très bon Money in the Bank. Ouais, je te rejoins. J'ai trouvé aussi que c'était un très bon opener avec du rythme, beaucoup de prises. Les enchaînements des prises sur l'échelle, c'était quand même assez sympa à voir. J'ai bien aimé aussi le fait que Swagger et Cesaro se clashent pas pendant le match. Ça arrive souvent, ça, que les teams finalement, bon, c'est comme c'est du chacun pour soi, ça clash. Là, je les ai trouvés vraiment unis jusqu'au bout et même à un moment donné, ils ont pris Ambrose aussi en étranglement avec l'échelle. Puis Ambrose s'est retourné, et était debout sur l'échelle, ils l'ont soulevé. Il était debout sur l'échelle, puis ils l'ont balancé à l'extérieur du ring. C'était assez sympa à voir, très rare de voir ça. Je sais même pas si c'est la première fois que je vois ça même d'ailleurs. Donc ça m'a bien plu, ça m'a bien mis dans le bain et c'est très bien pour commencer le pay-per-view. Verpa? Je vais rejoindre les avis précédents. C'est vraiment un match qui m'a enthousiasmé. Vraiment, voir ça c'est du niveau du pay-per-view Money in the Bank et c'est un vrai Money in the Bank qui risque de devenir un classique. Parce que même si l'affiche mettait aux prises que des heals quasiment, il y a quasiment personne qui se détachait, ne serait-ce qu'un tout petit peu, peut-être légèrement Jack Swagger, mais pour le reste, tout le monde est à peu près au même niveau. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est la storyline autour de Rhodes Scholars qui a pris le pas dans ce match avec notamment Damien Sandow et Cody Rhodes. C'est surtout Cody Rhodes qui a été mis en avant dans ce match. Je pense que pour les deux, c'est un palier. Autant pour Cody Rhodes, pour envisager peut-être un face turn et une adhésion du public, parce que depuis que la période avec le masque en plastique et la période dashing, il était un peu retombé. Même Damien Sandow était passé un peu devant, étant donné que Damien Sandow est bien meilleur au micro. Et là, on trouve quelque chose à Cody Rhodes. Après, on a Fandango et Dean Ambrose, surtout Wade Barrett, qui sont plutôt en retrait et dont on voit que ce ne sont pas des spécialistes d'échelle. Par contre, les Real Americans, dans les mois à venir, ils peuvent faire vraiment quelque chose, ne serait-ce que dans la division par équipe. Après, le problème, c'est que les détenteurs du titre sont des heels et que eux sont des heels aussi. Donc ça pose encore problème. Et c'est vraiment un combat qui m'a enthousiasmé avec un vainqueur, Damien Sandow, que personnellement j'adore et qui mérite. Par contre, je pense que contrairement on verra au résultat du Money in the Bank final, c'est vraiment une mallette dont le cash me semble peut-être à plus long terme. On verra pas normalement Sendo caché au moins avant, sûrement cet hiver. Ouais, bah sûrement, ouais, ça c'est clair. Personnellement, tout d'abord, j'aime pas trop cette séparation des MTB, un pour le titre World Heavyweight et un pour le titre WWE, et surtout que celui pour le titre WWE était All Stars, parce que ça marque vraiment une différence entre les deux ceintures, une espèce de un petit jugement de valeur en fait, un petit peu. C'est bon, ouais, World Heavyweight c'est bien, mais le titre WWE c'est bien mieux quand même. Et voilà. Déjà ça c'était pas terrible. Après, l'affiche a été un petit peu maltraitée parce que elle a été annoncée un peu comme ça. Il y a eu juste un gros segment backstage avec Fandango assez rigolo d'ailleurs où il essaye de dire son prénom, enfin son nom et au final c'est Barrett qui lui font un pain. Et mais sinon le match en lui-même est vraiment très bon, ça c'est clair. Avec notamment bon pour moi ceux qui veulent carrément ce match c'est les Real Americans.
au nom très antinomique vu que Antonio Cesaro n'est toujours pas américain aux dernières nouvelles. Et ben voilà quoi, c'est les deux ont fait des moves à deux, notamment c'est ce petit envoi de Jack Swagger pour une réception d'Antonio Cesaro avec un uppercut assez impressionnant qui a bien claqué. Et aussi ben le move à deux où Jack Swagger je crois sert d'échelle à Antonio Cesaro, qui montre bien qu'il n'y avait pas d'individualité comme disait tout à l'heure, je crois que c'était Renaud qui disait ça. Ouais. Ouais. Enfin voilà, ouais, il y avait vraiment pas d'individualité. Et ouais, bon, après ben la victoire de Damien Sandow m'a surpris, je m'attendais vraiment à Cody Rhodes ou à Wade Barrett. Après la rivalité qui s'entame entre Sandow et Cody Rhodes va vraiment mettre Rhodes à mon avis dans une autre échelle, parce que ce passage face risque d'un peu le renouveler et lui faire du bien, lui qui est un petit peu dans le creux depuis quelques mois, d'ailleurs avec Sandow. Mais enfin voilà, bon, bah, très bon match qui arrange tout le monde et qui relance vraiment une bonne paire de mid-carder. Est-ce que pour aller plus loin, on pourrait pas envisager un Cody Rhodes contre Damien Sandow, par exemple pour SummerSlam ou pour Night of Champions? Je sais pas si on a des avis qui divergent sur cette question-là. Il paraît que ce serait dans les plans, même que Sandow mettrait sa mallette en jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît bizarre. Ça c'est les rumeurs habituelles, hein. Quand on commence une rivalité avec un mec de la mallette, on pense tout de suite qu'il y aura la mallette en jeu, ça c'est clair. Pour moi, je sais pas s'il mettra la mallette en jeu, ça peut arriver. Mais après, je sais pas si c'est souhaitable parce que Sandow a quand même, pourrait mériter ce run et à mon avis, si la mallette est en jeu, ça voudrait dire que Rhodes la récupère. Bon. Et Tifo, Renault, ça vous donne envie éventuellement? Moi, je pense sincèrement que la feud est lancée, vu comme ça s'est passé. Je pense qu'ils vont continuer, à clasher ensemble. Par contre, la mallette, j'ai plus de doutes quand même en tout cas pour le SummerSlam. Peut-être plus tard. Là, je vois pas de suite la mallette remise en jeu comme ça. Après, c'est possible, mais non. Perso, je vois pas la mallette remise en jeu maintenant. Là. Bah, moi, perso, j'aimerais bien qu'il y ait la mallette en jeu. Je trouve que ça rajouterait encore plus de piquant à la feud, en fait. Parce que, honnêtement, la feud, Cody Rhodes, Damien Sandow, dans un ring, moi, ça m'intéresse pas tellement, j'avoue. Hein. Alors, avec la mallette, peut-être qu'il y aurait plus d'intérêt pour moi, je sais pas trop. C'est à voir. Bah, c'est une feud typique mid-card, quoi. C'est ça, ouais, c'est exactement ça, ouais. Ce qui est pas nécessairement le plus intéressant, mais comme tu dis, si tu rajoutes la manette en jeu, ben, t'as un match intéressant sur papier pour SummerSlam, quoi. Mais je trouve quand même qu'ils avaient pas mal insisté sur le fait que les deux étaient des vrais bons copains. D'ailleurs, juste avant, ils disaient, quoi qu'il arrive, que ce soit lui ou moi, on restera amis, machin et tout. Comme par hasard, l'inverse se produit, ça c'est classique. Mais voilà, quoi, je trouve quand même qu'il y a un mieux sur le fait que les deux ont vraiment bien vendu leur amitié tout au long des mois où ils ont passé, qu'ils ont passé en équipe. Et du coup, je pense que la rivalité aura un peu plus d'intensité que celle qu'on a habituellement lors d'une séparation d'une tag team. Ben ouais, et puis d'un côté, ça favorise un face turn à la Cody Rhodes, mine de rien, qui était pas mal supporté par le public et qui me semble suivre un petit peu, niveau popularité peut-être un cran plus bas bien sûr, mais Dolph Ziggler, un peu dans le genre du heel qui passe face d'un coup quoi, à mon avis. Mais il faut faire attention parce que là on était à Philadelphie et le lendemain à Raw on était à Brooklyn à New York, donc deux super grosses foules quoi de fans de catch, donc pas nécessairement le public moyen de la WWE. Ouais, mais ça peut être une indication quand même que Cody Rhodes peut être tourné vers un nouveau rôle à mon avis peut-être. Il est peut-être temps pour lui enfin de monter un peu plus haut quoi. On peut espérer pour lui. Et surtout que c'est un bon fils de pour une fois donc. Ça c'est sûr. Ouais. Un mec qui a eu de l'expérience dans la business avec son frère dans la business et son père aussi. Donc ce serait souhaitable pour lui de profiter de ça quoi. Allez, profitons de l'absence de Gus pour attaquer Ted DiBiase Junior. Allez. Et oui, Wade Barrett aussi, le pauvre. En parlant de fils de, on peut même passer au second match avec Curtis Axel, qui est un fils de. Oui, mais avant, je veux juste parler de quelques réactions auditeurs. Avec Sébastien qui est content pour Sando qui
tranquillement se construire un statut de main eventer pendant l'année à venir. Amin Emporio Copeland a dit pour celui de SmackDown, il y en a des plus méritants. On était pas trop pour ce choix de Sando. Alan Le Guelec a dit pour Sando, je voulais qu'il gagne, mais personne ne croyait en lui. Donc, quand je l'ai vu gagner, je sautais partout. Et Grégoire Rousseau a dit mérité pour Damien Sando, je trouve. Après, j'ai peur qu'il fasse le coup du cash raté avec lui, mais bon, on verra bien. Voilà. Et au passage, coucou à Ben qui a adoré ce match-là et à Kevin aussi. Pour eux, c'était les matchs du show aussi. Donc voilà. Un coucou à eux. Oui, c'est vrai, je t'ai foiré ta transition, mais ouais, on va y passer là avec le match, effectivement, le fils 2 là qui est champion, comme son père à l'époque, et des titres intercontinental, Curtis Axel qui a affronté The Miz. Et malgré le bannissement en cours de route de Paul Heyman, Curtis Axel a conservé son titre en 9 minutes et 20 secondes. Ah ben justement, Verpa, pensez quoi du match? On peut en retenir, à part le titre qui est conservé par Curtis Axel, surtout le bannissement de Paul Heyman, parce qu'en dehors de ça, c'est pas un match qui a été forcément enthousiasmant. Donc on peut voir une nouvelle facette de Curtis Axel qui arrive à s'affranchir quelque peu de Paul Heyman. Et avec les retombées qu'il y a le lendemain à Raw, ça permet d'enrichir un petit peu son personnage qui stagnait légèrement depuis qu'il avait pris le titre. Donc de toute façon, c'est un examen de passage pour lui, il faut qu'il arrive à se débrouiller tout seul. Donc c'est ce genre de match face au Miz, qui est un catcheur basique, mais avec beaucoup de mix skill. C'est un bon test. MP? Je rejoins Verpa sur la qualité du match. C'est un match plutôt moyen, dans le standard de ce qu'on a vu de Curtis Axel depuis son nouveau personnage. Puis on a réparé un peu l'erreur de l'avoir mis immédiatement avec Triple H au départ. C'est un peu une erreur de justement l'avoir placé avec ce mec-là tout de suite parce qu'il n'est pas encore à ce niveau-là. Puis je trouve que là, on réussit bien à le builder pour avoir une bonne place en mid-card finalement. Puis j'étais assez content qu'on le place à cette position-là, puis qu'on le fasse gagner finalement. Puis clean finalement aussi, parce que il y avait plutôt des victoires par count-out depuis le début ou par des disqualifications. Donc c'était plutôt bien de le voir gagner ici clean. Puis le seul truc qui me dérange plutôt sur le personnage de Curtis Axel depuis le début, c'est cette utilisation de la Perfect Plex qui ne réussit, c'est pas vraiment son finisher quoi. Ça fait seulement des comptes de 2, puis c'est pour un move qui a été autant, je sais pas, autant glorieux, soit tu l'utilises un peu comme finisher, ou soit tu y vas de ton propre move quoi pour faire une nouvelle, je sais pas, un nouveau personnage qui va changer un peu de ce que ton père a fait, ou soit tu le reprends comme hommage quoi. Je sais pas, c'est un peu un entre-deux que j'aime plutôt pas vraiment quoi. Bah, moi j'ai bien aimé quand même. Enfin oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'identité propre pour l'instant. L'exemple de ce finisher, on sait pas trop encore. Il n'y a pas vraiment de finisher défini. Ce qu'il en fait, qu'il n'y a pas vraiment de finisher au bout du compte. Ouais. Alors moi j'ai bien aimé ça, la fameuse souplesse évidemment traditionnelle du père. Donc ça a bien fait réagir la foule surtout. Alors, en parlant de vintage, comment tu perçois le successeur de Mr. Perfect, Renaud? Ben écoute, je sais pas trop quoi te dire là pour l'instant. Je suis Curtis Axel. Chaque fois que je le vois, je vois pas non plus un grand avenir. Alors je veux pas non plus l'enterrer hein, le mec, mais moi je trouve que quand on reste quand même dans l'ombre de son père, c'est très dur. Teddy DiBiase par exemple, quand ils lui ont donné la ceinture aussi de Million Dollar Man, bon voilà, derrière il y a rien eu. Je trouve que c'est très dur de rester vraiment collé à la gimmick. Alors déjà qu'il rentre avec le thème un peu remixé, si en plus derrière il fait la Perfect Plex. Ça va pas aller. Pour moi, ça va pas aller. Donc, moi, je le prendrai pas comme finish. Perso, j'espère qu'il va pas le prendre comme finish. En tout cas, on voit qu'il le prend pas comme finish. Mais le match en lui-même, je l'ai trouvé plutôt sympa. Les derniers combats du Miz, ça m'a un peu fait chier. Je dois te l'avouer. Et là, j'ai trouvé comme le Miz mieux. Je suis pas fan de ce mec. Il m'apporte rien le Miz. J'arrive pas, encore plus depuis qu'il est face. Je sais pas, il m'apporte rien visuellement parlant. Et là, je suis resté moins de marbre en fait devant le match. J'ai trouvé que c'était quand même mieux. Et ce petit coup de la claque, la fausse claque aussi pour faire virer Paul Heyman, ça m'a fait penser à Eddie Guerrero. Vous vous en souvenez, Eddie Guerrero à un moment donné quand il faisait toujours, soi-disant, il s'était pris un coup de chaise puis il se couchait par terre, ou il se prenait une claque, il se couchait par terre. Ça m'a un peu fait penser à ça. Alors je sais pas si c'est voulu ou pas,
Mais pour moi, il rend hommage à Eddie Guerrero dans une ville de connaisseurs de catch. Ouais, possiblement. Après, bon, on n'a pas, je sais pas, il y a peut-être pas beaucoup dans la salle de concours qui ont tilté forcément. Faut être direct. Possible. Non, en fait, je pense que c'est plutôt dans la logique de la rivalité parce que au SmackDown précédent, je sais plus, il avait joué avec Paul Heyman et du coup il avait distrait Curtis Axel, il me semble. Et en fait, il joue un petit peu là-dessus sur le fait qu'il arrive à distraire enfin Paul Heyman et du coup ils ont essayé de jouer là-dessus pour faire croire que The Miz pourrait battre Curtis Axel. En fait. C'était déjà Enfin, arrivé, je crois, il y c'est ce a qui m'a 1 ou 2 ans, que le Miz fasse ce même geste à la Eddie Guerrero de prendre un... C'est déjà arrivé 1 ou 2 fois en tout cas, possible. l'année dernière, et c'est déjà l'œuvre du Miz. Donc est-ce que c'est pas un aspect de sa personnalité, de faux face, faux heel? Peut-être. Ouais, mais, enfin, on est tous d'accord, je pense, pour dire que en ce moment, The Miz, il pédale un petit peu dans la semoule avec ce personnage. Hein. Mis à part Miz TV, il a plus vraiment de temps d'antenne pour lui. Et encore, Miz TV, c'est plutôt consacré à d'autres rivalités en général. Donc, moi, je trouve quand même que maintenant, il a largement perdu en comment on dit ça, En en réaction. popularité, quoi. Ouais, ouais. Ben ouais, c'est sûr, je serais du même avis, parce que c'est vrai qu'il laisse beaucoup de monde indifférent. Là, je vois quelques réactions, comme Sébastien, c'est vrai que il laisse énormément indifférent, et puis à l'arrivée, bah, mais même en face, Curtis Axel qui a pas vraiment un personnage défini, bah à l'arrivée, ça fait un match avec peu de personnalité, donc à l'arrivée qui a peu d'intérêt au bout du compte. Tifo, t'as pensé quoi avec ton homonyme champion intercontinental? Bah honnêtement, c'est un match que tu peux voir dans un Raw, quoi. C'est rien de plus. Après, moi, vraiment, ce qui m'emmerde, moi, c'est la situation du Miz, parce qu'il est vraiment, mais vraiment inintéressant, quoi. Mais honnêtement, il m'emmerde vraiment depuis qu'il est face. C'est plus le même, quoi. Il est, voilà, que je sais plus qui a dit ça, mais il a plus de popularité, il n'y a plus aucune réaction envers lui. Pour moi, c'est limite, c'est vraiment devenu un mid-quart d'heure. Et encore. C'est waouh, enfin, je suis vraiment déçu du personnage parce qu'en heal, j'appréciais bien, j'appréciais sa grande gueule et tout, mais là, le Miss TV, ces matchs, c'est emmerdant, vraiment emmerdant. J'espère vraiment qu'ils vont essayer de faire autre chose avec le Miz un peu plus tard parce que là, pour moi, il est complètement en perdition, quoi. Après, Curtis Axel, j'ai pas vraiment d'avis pour le moment, on verra bien ce que ça donnera. Même si j'ai jamais été fan du perso dans le ring, je trouve qu'il manque quand même un petit peu de charisme. Après, peut-être que grâce à Paul Heyman, peut-être que ça va venir, on verra bien par la suite. Je demande à voir. Mais oui, en effet, bah oui, c'est vrai qu'avec Paul Heyman, ça peut le développer, mais bon, c'est vrai que ça fait 2 mois maintenant qu'il a débuté, donc peut-être encore un peu de patience. Si personne n'a quelque chose à rajouter, on peut passer à la suite. Oui, on peut. Ouais, ben avec le match pour le titre Diva, c'était une revanche. Avec Edge Lee qui était devenue la 15e championne Diva à Payback le mois dernier, qui affrontait donc là son ex-meilleure amie Kathleen. Et elle a conservé à l'arrivée son titre de la même manière finalement qu'elle avait gagné à Payback avec sa soumission de la veuve noire, ouais j'ai traduit parce que après 7 minutes et 3 secondes. Ben justement on fait passer en général vers pas, ce qui est le cas. Oui, enfin, c'est pas le match le plus passionnant de l'année en termes de diva, même si c'est un match de bonne facture. C'est un combat simple. D'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique ce que faisaient les deux accompagnateurs. Parce que bon, Leila, je sais pas, elle servait de pot de fleurs sur le côté. Billy Langston, il servait quasiment à rien. Mais en dehors de ça, AJ Caitlyn, on voit quand même que Caitlyn s'est largement améliorée. On la critique toujours, mais à chaque match, elle présente des nouvelles choses. Alors oui, le Spear est réussi 1 fois sur 2. AJ Lee, toujours un peu énervante au niveau du selling quand elle vend les prises parce que c'est un peu le syndrome John Morrison avec ou Dolph Ziggler à vouloir en faire trop. Mais en dehors de ça, un combat tout à fait regardable et on évitera le mot fétiche de Gus qui parle toujours de pause pipi, mais là vraiment on peut pas dire qu'il y avait un match qui ressortait du lot, que ce soit en mal tant qu'en bien, parce que c'est un peu de grande facture, et avec un match féminin qui tient la route. Et Tifo avec Leila qui accompagnait Kathleen et qui était, bah, ma foi, bien habillée. Est-ce que tu penses éventuellement qu'elle aurait pu trahir Kathleen parce que c'était peut-être un petit peu attendu. Honnêtement, non, moi je m'attendais pas à ce qu'elle la trahisse parce que c'était une certitude pour moi que AJ allait garder son titre
tranquillement, aisément. Je voyais pas trop l'intérêt en fait de trahir Caitlyn, surtout que Caitlyn pour moi maintenant c'est bon, c'est fini, elle sera plus dans la course pour le titre. Donc honnêtement non, franchement je m'attendais à rien du tout, ça a été un match correct de diva, il y a eu de l'action, comme depuis le début dans cette feud, c'est vraiment le niveau diva là entre Caitlyn et Edgy, c'est vraiment pas mal je trouve. Mais voilà, ça s'arrête là. Après, Edgy fait une super championne je trouve, donc ouais c'est nickel pour les divas quoi. Et Orvaz? Bah ouais, je rejoins, c'est un match correct pour les divas et ouais, je voudrais revenir sur le fait que Layla est accompagnée Caitlyn. Bah voilà. Qui a compris, je ne sais pas, parce que quand je l'ai vu arriver, j'ai fait mais pourquoi es-tu là? Surtout qu'elle était même pas annoncée par personne. Enfin voilà, elle a rien fait, donc du coup, oula, je sais pas. Et voilà quoi, c'était pas terrible à ce niveau-là. Sinon le match était correct. Je pense aussi que la rivalité avec J. Caitlyn est terminée, mis à part s'il y a un relancement avec Boogie Langston ou quoi. Mais bon, bah, la suivante risque d'être Layla, vu qu'elle est l'accompagnée de Caitlyn. Je sais pas si c'est une déduction à faire ou pas. Enfin, c'était un peu bizarre quoi, à ce niveau. C'est le seul truc que j'ai vraiment retenu du match, c'est Layla est là, pourquoi? Voilà. Si, pour le plaisir de mes yeux quand même, laisse tomber quoi. Ouais, bah ouais. Ah quand même. Évidemment. Ah, Ils ont pensé à moi, ils sont sympas. C'était volontaire, oui. Ouais. Mais dans ce cas-là, pour le plaisir des yeux, ramène plus de divas, comme ça, tous les spectateurs vont être satisfaits, je sais pas, faire un défi. Non, c'était pas pour vous, c'était juste pour moi les gars. C'était vraiment que pour moi. Tout pour moi. Oui. Bon, mais justement, on va partager. Attendez, je sais plus de la chronologie, mais ça c'est très rapide. Il y avait un petit segment avec Brad Maddox, tout à fait inutile, qui était pas mal de rembourrage du pay-per-view, qui faisait un hommage à Vicky Guerrero, qui faisait partie du panel, du fameux panel de pré-show avec Big Show et Kofi Kingston. Bon. Brad Maddox Cool. qui passe en quelques épisodes de l'inutile au quasi inutile, c'est quand même Oui, c'est ça. une petite progression. Et Kofi, Ouais. deuxième fois, qui fait partie du panel après WrestleMania 29. Et Big Show aussi d'ailleurs. Et Big Show aussi. Ouais. Ah ouais? Big Show aussi? Ah ouais. Big Show, Ok. il était déjà la dernière fois, ouais. Il parlait avec Artrousse, ouais, je me rappelle. D'accord. Bah, Kofi, c'est juste Maddox, pour dire on n'a rien pour lui. Ah oui, oui, oui. C'est ça, c'est totalement Mais ça en Kofi, il plus. était blessé de toute façon. Donc. Oui, c'est vrai qu'il est annoncé de retour pour la période de SummerSlam où il y a pas mal de monde comme Rey Mysterio ou autre. Faut voir. On verra bien. Maddox, il me semble que c'était avant même Axel contre The Miz. Je crois que c'était juste après le Money in the Bank. Vite fait sur la rivalité peut-être, je sais pas. Oui, ça vous très intéresse rapidement vraiment, hein, parce que Vraiment très rapidement, en gros, moi je pense pas que Brad Maddox soit si utile que ça. C'est assez intéressant et on verra, et on va avoir un traitement de Raw un peu spécial et bon, il est pas très mauvais, il est pas trop mauvais. Je le trouve sympathique à voir à la télé. Donc, moi il me dérange pas et puis bon, bah Vicky Guerrero qui s'énerve, c'est vraiment là où elle est vraiment au meilleur quoi. Donc en plus il y a un retournement dans les spoilers de SmackDown que je ne dirai pas. Mais voilà, quoi, ça va être, Bon, non. c'était prévu. On ça, en parlera ça va être après, de toute sympathique. façon. La guerre des managers, ouais. On verra bien. Ouais, les McMahon aussi, évidemment, toujours là. Et on peut passer donc au prochain match. Le match que je retrouve mes fiches. Oui, c'était un match simple entre Ryback et Chris Jericho. Un match qui a duré 11 minutes et 20 secondes et s'est conclu par une victoire très opportuniste d'un Ryback qui n'est d'un coup plus destructeur du tout, alors qu'il y a encore un mois, il était à fond quoi dans un ambulance match et là d'un coup il a un petit peu changé de personnage. Vos petites réactions avant le match de Besteris qui disait qu'il avait peur du squash de Jericho, qui d'ailleurs là va s'absenter en tournoi avec Fozzy. Mais bizarrement, c'est lui qui s'organise ce match et il se demande que faire de Ryback maintenant. Je sais pas MP si tu te poses la même interrogation après ce match. Je sais pas, il va peut-être aller pleurer dans les backstage, je sais pas. Et sinon, Il va donner une boîte à Vicky. Et ce match-là, toi qui as adoré, t'as quelque chose à dire en particulier sur Ryback que t'as particulièrement adoré en Nouvelle Shift Mode, je crois. Non, bon, c'est pas grave. Non. Allez, non. En gros,
vous voyez. Bon, c'est pas grave, non, mais... Sidéral. Tu vois, quand on parle de Ryback AMP, il y a un vide Oui. Il y a un vent, oui, c'est sûr que là, ça se voit qu'il n'y a pas En Gus, gros, parce que... Les deux images subliminales, c'est RVD Goldberg, mais il voit pas Ryback. Alors du coup, ça Il y a, réagit. il y a aussi Big Show là-dedans. Mais... Oh là là. Non, mais je sais pas, Jericho a pas réussi à tirer un bon match de Ryback. C'est peut-être le seul mec que Jericho peut pas tirer un bon match, mais bon, Ouf. je sais pas. Ah non. Ouais, Jericho a fait son truc, et énormément. Il a obtenu une réaction. il a Ouais, assuré le c'est match. Jericho qui a porté le match, hein, honnêtement. Ah oui. Ah, quoi. Ryback Ça, a mais- rien foutu. Au final, c'était pas si bon que ça, quoi. C'était pas Oh non, super. c'est vraiment Jericho qui a porté le match. Même la fin, le finish, c'est un scandale pour moi, je trouve. Vraiment, ouais. le faire gagner sur ça, aucune Ben, crédibilité, je trouve. c'est clair que fallait faire gagner Ryback, quoi. Jericho s'en va, donc. Aucune utilité à faire gagner Jericho. De toute façon, là, c'était son dernier SmackDown avant hier, donc aucune utilité à faire gagner Jericho, mais ouais, pourquoi pas faire gagner Ryback sur, je sais pas moi, sur son finish, là, chez le choc, ou je sais pas, une victoire bien Ouais, correcte. c'est clair, ouais, totalement, je suis totalement d'accord. Parce que là, un roll-up, voilà quoi. S'ils veulent monter un peu plus Ryback, enfin, dans un statut de main eventer, autant le faire gagner vraiment, avec puissance, quoi. Je veux dire, là, un roll-up, voilà, c'est pas, enfin, je sais pas, moi, ça m'a vraiment pas emballé, quoi. Cette nouvelle gimmick du mec qui abandonne et je sais pas, aide Vicky et qui a des émotions soudainement, je sais pas là, mais j'étais déjà pas intéressé à Ryback, mais là ils m'ont encore donné une autre raison de pas être intéressé, quoi. Alors moi je suis désolé les gars, mais moi la fin me dérange beaucoup moins que vous. Euh, Parce que d'un côté Jericho il se fait pas mettre KO. Jericho il porte le match totalement, ça me fait vraiment plaisir. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je pense que ça aurait pu être une catastrophe. Euh, donc bon, on donne les clés du match à Jericho comme souvent. Hein. Jericho a toujours pratiquement dominé tous ses matchs, hein, et puis encore plus quand il est face au big men. Donc ça c'est voilà, c'est normal. Mais d'un côté, Jericho il se fait pas mettre KO par Ryback et Ryback maintenant il a un rôle de heel, donc qui finissent par un petit paquet ou quoi, maintenant ça va être ça Ryback, hein, les gars, ça sera ça. Hein. Soit il mettra quelqu'un KO, soit il finira par un petit paquet. Là il avait pas d'autre solution. Jericho c'était une anguille au Money in the Bank, pas moyen de le choper. Donc il termine sur ça. Et moi personnellement ça me dérange pas. Voilà, mon avis à moi. Avis de Je sais pas, Verpa. pour un mec de Sinon, il est cette chaud, MP. stature-là, pour un mec de cette stature-là, pourquoi pas le faire en heel destroyer, quoi. Parce qu'un mec un heel qui gagne par Ouais, mais tricherie MP, comme ça, quoi. En Hill Destroyer, ils ont déjà regardé. On l'a déjà vu. Je veux dire, il met KO John Cena à Extreme Rules. Bon, l'arbitre finalement, il prend pas de décision. Ça fait un match nul. Payback, c'était un peu ça aussi, hein, avec l'ambulance. Il détache l'ambulance comme il veut. Il a cassé des trucs de l'ambulance, tout ça. Bon, c'était quand même Destroyer. Il sera Destroyer encore, j'en suis persuadé, dans des matchs, hein, sincèrement. Mais là, comme c'était construit, moi, je comprends la position des bookers comme ils ont booké le match sur la fin. Je la comprends. Je pense voir leur vision du truc. Et sur ce soir-là, ils pouvaient pas mettre KO Jericho. C'était juste pas possible, je pense. Ouais, mais l'avis, je sais pas, de hors base sur ce match-là, le vainqueur, tout ça, le déroulement. Ce match a prouvé que Chris Jericho pouvait tirer un bon match d'un balai, ce qui est toujours sympathique à savoir. Donc, ouais, moi j'ai pas aimé vraiment beaucoup ce match, ni son finish. Je trouve que Ryback, lui aussi, il commence à sérieusement encaisser le coup. Après des longs mois à être couché au main event, il commence à voir le mur arriver en pleine tronche, et j'ai vraiment peur que on arrive à l'étape du bide. C'est-à-dire que après tous ces mois où il a été pushé, où on a voulu en faire quelque chose d'énorme, et ben on tombe enfin qui tombe finalement dans l'oubli, sans finalement avoir fait grand-chose, quoi. Donc ça me fait un peu peur à ce niveau-là. Après, c'est pas non plus une grande perte pour moi, parce que bon, on va pas dire que Ryback c'est mon favori, mais bon, c'est dommage, tu vois, d'avoir fait ça. Et puis encore une fois, gagner contre Jericho, ça vaut, pour moi en ce moment, ça ne veut plus rien dire, parce que il perd contre tout le monde, c'est une passoire. Il perd même contre Rob Van Dam le lendemain. Je sais plus. Mais il a Sa battu dernière Fandango à Extreme Rules, quand même.
Ouais, mais voilà, quoi. Elle est encore Fandango, heureux, c'était le match retour, et, t'imagines. et puis Curtis Fandango, Axel. il a battu. Fandango, il a battu à Oui, WrestleMania, non, quoi. ouais, mais comme le dit Verpa, Ça ne vaut Jericho est le rien. seul à avoir battu Curtis Axel les 2 fois. Ouais, enfin, voilà, quoi. C'est des mecs de mid-card, et un mec du main event, il en a pu taper un depuis un moment, quoi. Enfin, voilà. Je trouve que, ben voilà, une victoire face à Jericho, ça fait, bon voilà, c'est toujours des matchs qu'on peut dire corrects, mais ça fait mal de le voir si bas et sans un véritable run alors qu'il est sur sa fin de carrière, à mon avis. Donc, Ouais, voilà. mais là en même temps c'est volontaire parce que comme il a sa carrière à Fozzy, c'est normal. C'est lui en même temps qui Ouais, fait ouais, ça. ouais. Alors, Mais tu vois, l'année prochaine, quand il va revenir, j'aimerais bien que ce soit pour faire autre chose que de pêcher tout le monde. Parce que bon, c'est bien, mais à un moment, il faut quand même qu'il commence à être oui, non, un ça va plus arriver parce qu'il s'approche costaud, quoi. du Final Parce Run que, et puis voilà, ce sera un truc solide. parce que, en fait, je veux bien comprendre que Jericho aime bien faire ça, etc. Mais à mon avis, à un moment, il faut quand même qu'il satisfait un petit peu les fans et arrêter de penser aux autres, penser un petit peu à lui et se dire que bon, ben pour finir, ce serait bien quand même d'avoir un run final que la WWE va lui donner, ça c'est clair. Mais bon, faudrait passer à autre chose que le push de tout le monde, quoi. Ben ouais, effectivement, tu parles justement d'égoïsme, ben en voilà un qui est devenu égoïste à Payback. C'est Alberto Del Rio justement qui avait repris le titre poids lourd à Dolph Ziggler. Et donc là, c'est le prochain match qui nous attend avec donc le titre poids lourd en jeu. Alberto Del Rio qui s'est imposé par disqualification après 14 du 29 suite à l'intervention d'Edge en fait qui est arrivé en cours de combat et qui est ensuite intervenu en donnant un coup de ceinture à Del Rio qui conserve ainsi son titre. Donc que pense Renaud de ce scénario de match? Bon, la fin m'a un peu gonflé, même si moi perso je la voyais arriver. Je voyais une disqualification arriver. Après, je sais pas comment, mais je me doutais bien que Del Rio allait pas perdre la ceinture à Money in the Bank. Je pense que ça sera plus pour SummerSlam ou pour un gros pay-per-view. Sinon, sur le combat en lui-même, j'ai adoré. Voilà. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un super combat. La chimie entre les deux, elle est très bonne. Les prises, elles sont enchaînées parfaitement. C'est deux très bons bosseurs. J'avais adoré leur combat à Payback, mais il était trop à sens unique. Mais d'un côté aussi, on vendait la blessure de Dolph Ziggler, donc c'était logique. Mais ils ont vraiment raconté une histoire à Payback. Et c'est un match qu'on voit très rarement, ce genre de match-là, ces situations-là. Là, c'est plus un match classique dans la forme, mais très agréable à suivre, très très bon. Je me suis bien régalé devant ce match, Ziggler Del Rio. Verpa? Oui, je vais rejoindre Renault avec un très bon combat et surtout, bon bah on a eu vraiment une confirmation de la pop de Ziggler hein, qui grossit de mois en mois, de semaine en semaine, de foule en foule. Ça s'améliore. Évidemment, bon, la fin du match est un petit peu surprenante, mais en même temps, c'est pas plus mal parce que ça change des disqualifications classiques où c'est un peu mal fait. Là, on sent qu'il y a un petit quelque chose il y a une matière pour engendrer, pardon, pour la suite une petite storyline et donc qui se concrétise le lendemain à Raw. Vraiment un excellent combat. Hein. Ça pourrait être un super main event de SmackDown, un très bon match, même un main event de pay-per-view. Malheureusement, c'est pas le main event puisque derrière il y a encore deux autres grands matchs. Mais Alberto Del Rio qui, même si on le dit moins bon avec son face turn à moitié réussi, il est toujours là, même sans Ricardo Rodriguez, il s'en sort toujours bien. Donc même si c'est Dolph Ziggler qui est particulièrement mis en avant et sur qui on compte pour la suite, soit pour le WHC, soit pour le WWE, soit peut-être pour une mallette, c'est vraiment un très bon combat à vivre. Petite réaction de Sébastien qui dit que le booking final est controversé mais le bon selon lui parce qu'il va permettre la séparation de Ziggler avec Edge qui est arrivé le lendemain et qui va permettre notre match contre Del Rio à SummerSlam et qui a permis à Del Rio de conserver le titre tout en montrant qu'il peut être en difficulté face à Ziggler. Qu'en pense Orbaz? Je suis assez d'accord avec Sébastien. Ce match était bon, oui, franchement. Bon, bah voilà, c'était les deux savent bosser ensemble. Il y a une alchimie entre les deux claire et nette. C'est bien qu'on commence la rivalité entre Ziggler et AJ avec sûrement une affiche malheureusement qui sera un Ziggler Langston dans les semaines à venir. Bon, bah, après,
faut en passer par là, mais bon, bah, c'est bien de voir Ziggler en solo et entamer véritablement son face turn de manière définitive. Et bon, bah, c'est vraiment un match où la fin mise plutôt sur l'avenir que sur l'instant présent, où là on est plutôt dans un mode bon bah voilà quoi, ça se sépare. En fait, c'est un peu à comparer avec la trahison de Sando avec Cody Rhodes. Là, c'est la trahison d'Aiji, enfin une trahison. Pas volontaire, mais c'est une trahison quand même d'Aiji pour Ziggler qui montre quand même Aiji qu'elle est vraiment un porte-malheur pour tous les mecs qui l'ont accompagné depuis le début. Je crois pas qu'un seul a réussi à vraiment profiter de son titre depuis qu'Aiji fait manager en fait. Qui sera le prochain? Qui sera le prochain sur la liste? Après Daniel Bryan, après CM Punk, après... Enfin voilà. Hornswoggle, Primo Colon. Ah là là. Kane, Ouais, mais très eux... vite. Ouais, mais franchement, Primo Colon ou Hornswoggle, ils ont pas besoin de malchance. Hein. C'est déjà fait. Et oui, on se gueule d'ailleurs qui s'est cassé le bras dans le tournage du film Les Prochaines en ce moment. On n'est pas prêt de le voir sur Ring de Voodoo et vous me direz tant mieux, remarquez. Mais bon. Petite réaction de Basteris qui a remarqué que Ziggler est presque si ce n'est autant adulé que Daniel Bryan. Et le match qui est bon, mais la fin trop prévisible et l'arrivée de G. Mais il a peur que Ziggler soit obligé d'affronter ensuite Biggie Langston à SummerSlam, ce qui serait un peu gâcher le potentiel de Ziggler pour le deuxième grand pay-per-view de l'année. Qu'en pense MP du match et de possible futur de Ziggler? Mais je vais parler tout de suite de la possible rivalité entre Ziggler et Biggie parce que oui, nécessairement, c'est pas nécessairement le meilleur match sur papier. Puis on espère souvent que Ziggler, je pense, c'est quand même un mec qui est pas mal aimé de pas mal tout le monde sur Internet, quoi. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être une étape nécessaire pour lui pour avoir plus de succès dans le futur, quoi. Parce que se libérer de AJ, de Biggie, ben, c'est une étape quand même qu'il faut qu'il passe. Donc, je pense que c'est un mal nécessaire, quoi, pour qu'il soit plus over et qu'il puisse aller chercher le titre de Del Rio par la suite, quoi. Peut-être même cet automne, quoi. Mais le match était très bon. Puis j'aime bien quand Del Rio puis Ziggler amène des nouveaux trucs. Par exemple, je pense que personne l'a mentionné, mais la souplesse, le superplex inversé de Del Rio, moi j'ai bien aimé. Puis il l'a refait d'ailleurs à Raw le lendemain dans le rematch. Donc c'est un truc que j'aime vraiment bien. Quand tu as plusieurs confrontations ensemble, il faut que tu varies un peu de ce que tu fais. Pas nécessairement ressortir toujours les mêmes enchaînements. Puis là, il a bien fait sur ce côté-là. Puis aussi, je pense que pas grand monde l'a mentionné, mais le match à Raw le lendemain était aussi excellent. Un autre grand match, cette fois coupé par des pubs malheureusement, mais encore d'une grande qualité. Puis on voit que ces deux-là ont vraiment une grande chimie, comme en base à mentionner. Puis c'est pas mal ça finalement. Moi, je suis bien content du return de Del Rio parce que depuis ce match-là, Payback, il a vraiment donné une nouvelle vie quoi, à Del Rio. Puis je l'aime beaucoup mieux dans ce rôle-là finalement qu'avant. Même si, pour comparer la qualité des matchs, j'ai parlé du match à Raw, mais le match à Payback, j'ai trouvé meilleur par l'histoire, mais celui-là, l'action in-ring était très bonne, quoi. Je pense que l'action in-ring était meilleure dans celui-là, mais dans l'autre, on avait le côté histoire qui était vraiment très fort, donc deux matchs différents qui sont bien le fun à voir les deux, quoi. Eh oui, Alberto Del Rio qui n'est plus Alberto Del Rio. Pardon, parce qu'il y a Ricardo Rodriguez, pas mal de air roulé, qui s'est fait choper à la fameuse Wellness Policy, donc et du coup Del Rio est un peu en solo. Et à mon avis, ça l'avantage pas trop, non pas qu'il ait besoin de Ricardo Rodriguez, mais bon, donc il rentre dans un anonymat absolument énorme. C'est ça qui est un peu... Eh bordel, j'avais même pas remarqué l'absence de Ricardo Rodriguez, quoi. Ah ouais. Non, honnêtement. Ouais, j'interviens pour ce match. Voilà, c'était mon analyse du match. Je n'ai pas vu que Ricardo Rodriguez était absent. C'est dingue. Tant que t'as vu Layla, c'est bon. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais quand même. Enfin, c'est bizarre. Enfin voilà. Désolé. Voilà. Il a encore 15 jours de suspension à faire, donc... Eh oui. Ouais, mais comme quoi, c'est... Enfin, limite, moi je trouve qu'il lui sert pas tellement, on dirait. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Bizarre comme sensation.
Et du coup, il y a que les annonces par Lian Garcia, donc c'est moins sexy, quoi. Il est de Ça, c'est quel ton bord, point. le Brosti? Mais voilà. Non, non. Révélation du soir. Non, mais paradoxalement, c'est plus sensuel de dire le haut longtemps que de dire un Del Rio sobre, voilà. Bah, tu préfères les voix d'homme, hein, y a pas de souci, Brosti. Hein. Vraiment. Et il m'a dit tout à l'heure qu'il était Olivier Rouillet, je comprends mieux maintenant. Ah bah d'accord, c'est bon, on a compris. Voilà, on a compris. Je travaille ma voix, oui, c'est ça. Donc, sur ce, je vais passer justement au travail de la voix pour le prochain match pour le titre de la WWE entre John Cena et Mark Henry. Finalement, de retour pour avoir ce gros titre qui manque à son palmarès, lui qui a été champion poids lourd déjà par le passé. Malgré un énorme soutien du public, Mark Henry a échoué malgré une bonne prestation d'après moi. Et John Cena l'a emporté après 14 minutes et 42 secondes, conservant ainsi son titre. Qu'en a pensé le grand défenseur de John Cena hors base? Ben, encore une fois, John Cena montre qu'il est le héros de la veuve et de l'orphelin. C'est un grand homme qui a une Hashtag grande érection. technique. Voilà, exactement. C'est génial, etc. Ouais, je fais vraiment pas crédible. Bref. Non, franchement, le match était sympa. Franchement, bon, voilà, on peut pas s'attendre à une merveille de technique quand on voit Mark Henry et John Cena dans un ring. Ça, c'est une première chose. Et Mark Henry, j'aime vraiment toujours ce mec en fait, je sais pas par quel miracle il est passé de tag team avec Evan Bourne à destructeur, World Heavyweight Champion convaincant qui fait des grosses feuds. Je sais pas par quel miracle ça s'est déroulé ces dernières années, mais là franchement c'était vraiment sympa. Et d'ailleurs c'est assez étrange ce passage qu'il y a eu où tout d'un coup on a vu Mark Henry arriver faire sa fausse retraite, trahir, on va dire mentir en fait au final. Et là, il est dans une phase assez étrange où il a l'air de redevenir face, j'ai pas trop compris. Où il dit que bon, il veut vraiment retenter sa chance, prouver qu'il peut être WWE champion. Je sais pas, c'est assez étrange quand même comme passage pour Mark Henry dans sa carrière, je trouve. Et voilà. Sinon, le match est pas non plus étincelant, mais il y a eu une bonne perte des deux, un match correct qui était là, quoi. Et, bon, fallait le faire, on va dire. Et MP, c'est ce que tu fais aussi quand tu regardes un match de Mark Henry. Tu te retournes face au public et puis Ouais, je démolis des Cena pendant que je regarde ce match-là. Non, mais j'ai bien apprécié ce match-là, quoi. Je pense que vu l'affiche, on peut pas s'attendre à un grand match. Là. Je pense que personne m'aurait dit Henry contre Cena, ça va être un 5-star match. Je pense que je l'aurais pas cru, mais c'est quand même un bon match vu la capacité des deux, quoi. Donc j'ai bien aimé le match, puis c'est quand même un long match, puis je trouve qu'ils m'ont réussi à me divertir pendant toute la durée du match, donc c'est quand même quelque chose de très bon déjà en partant. Puis pour réagir un peu à ce qu'Orbas disait avec ce face turn, moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée de faire tourner Henry, puis d'avoir peut-être même un début de feud avec The Shield, parce que je pense que ça fait un certain moment que Henry était heel, puis il est excellent d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être la meilleure utilisation de Mark Henry dans sa carrière, quoi, mais je pense qu'un face turn peut être ça fait longtemps qu'on n'a pas vu face, donc je pense que ça pourrait être quelque chose de bon, quoi, d'avoir une petite durée face, peut-être même pour prendre sa retraite en tant que face. Je sais pas si je pense pas qu'il les prend encore, mais peut-être dans 1 an ou 2, tu peux avoir une retraite de Mark Henry en face, donc puis ça aurait été vraiment sa période heel qui aura défini sa carrière, mais bon. Je veux pas parler de retraite pour Mark Henry immédiatement, mais on peut quand même penser que le mec est assez vieux qu'il n'y en a pas encore pour tant longtemps que ça encore. Donc c'est pas mal ça. Et dans cette chaude ambiance, t'es réussi à rentrer dans le match s'il faut? Non, franchement, je suis pas rentré dans le match et pourtant j'adore Mark Henry. Honnêtement, j'adore Mark Henry. Après, je sais que dans un ring, c'est jamais fameux, mais je sais pas, je suis pas rentré dans le match. J'ai vraiment pas réussi. Après, la victoire de Cena, elle est totalement logique. Je voyais pas du tout Mark Henry avec le titre.
parce qu'on savait très bien que pour SummerSlam, Mark Henry avec le titre, c'était juste pas possible. Donc non, vraiment pas entrer dans le match parce que déjà il y avait pas de suspense pour ma part. Puis voilà, Cena, Mark Henry, on va pas dire, on va pas se voiler la face dans un ring, c'est pas non plus extraordinaire quoi. Mais bon, après voilà, c'était un match, comme l'a dit Orbas, fallait le faire, c'est fait, et puis bah voilà, on n'en parle plus quoi. Alors, je vais rejoindre Tifo sur le suspense. C'est vrai qu'il y en avait pas. On savait que John Cena partirait au SummerSlam champion. Par contre, moi, sur le match, je me suis préparé mentalement. Quand j'ai vu que ça allait être Mark Henry contre John Cena, j'ai prié pour que ça soit pas le main event. Ça n'a pas été, tant mieux. Mais en fait, au final, je trouve qu'il passe bien. C'est pas mauvais, quoi. La domination de Mark Henry, elle est plutôt bonne. Mark Henry fait du Mark Henry et John Cena fait du John Cena. En fait, John Cena, en fait, c'est le Hulk Hogan de maintenant. Hogan à l'époque, quand il affrontait des big men, il se faisait dominer et puis il revenait sur la fin. Je me rappelle ses matchs contre André le Géant, King Kong Bundy, le Big Boss Man, Hakim, enfin voilà, tous les gros de l'époque, c'était ça. Et là, John Cena, c'est un peu ça, quoi. C'est le super face qui se fait dominer et qui revient à la fin. Bon, il revient avec une soumission en plus. C'est bien ça, hein, il gagne sur la soumission, hein. Oui. Ouais, voilà. Donc, bon, bah écoute, bonne victoire pour Cena, sans suspense. Mais finalement, le match, en me mettant préparé mentalement, je l'ai plus apprécié. Donc, c'était pas mal. Et Verpin. Un bon petit combat, j'ai eu du mal à rentrer dedans au tout début, mais avec toute la période de beatdown avec Mark Henry qui prenait le dessus sur John Cena, même si le résultat était couru d'avance, on n'était pas à l'abri d'une hyper grosse surprise. Et moi, et par moments, j'y ai cru, même avec l'enchaînement des finishes. Vraiment, on est passé du sans suspense à un semblant de suspense. Donc dans ce cas-là, c'est que la WWE a réussi son coup, parce que même un combat couru d'avance, John Cena Mark Henry, ça donne un main event de pay-per-view tout à fait convenable là. Même si par exemple, je sais pas, Mark Henry, j'ai l'impression que quand c'est l'été et l'automne, c'est toujours mieux que le printemps et l'hiver. Je sais pas, il doit être un peu, il doit être influencé par les saisons. Il est toujours là l'été et l'automne. Donc est-ce que Mark Henry on pourra le retrouver parce que bon il y a l'intermède de Daniel Bryan au mois d'août, mais je serais pas du tout étonné qu'on voit Mark Henry titiller le titre que ce soit Night of Champion ou pay-per-view suivant. Donc le combat qu'il est capable de donner aujourd'hui, avec surtout d'assurer au micro, parce qu'on lui a donné beaucoup plus de temps d'antenne, il assure. Donc je pense que c'est vraiment une valeur d'avenir. Et justement, oui, t'en parlais de nos futurs matchs à SummerSlam le 18 août prochain entre John Cena et Daniel Bryan pour le titre de la WWE. Ça a été décidé le lendemain à Raw, avec un choix laissé par Brad Maddox à John Cena, donc qui a choisi avec un peu l'aide du public. Vous pensez quoi de cet affrontement qui était hyper prévisible et pas mal annoncé depuis pas mal de temps donc, sur divers sites, hein. Ouais, c'est vrai que c'était annoncé, mais putain, c'est jouissif quand même. Y a pas à dire, Daniel Bryan qui va faire le main event à SummerSlam, je pense, pour Oui. le titre de la WWE. Y a quand même pas à dire, ça fait plaisir quoi. Franchement, et puis c'est totalement mérité. Il est vraiment dans une période de folie quoi. Y a rien d'autre à dire quoi. Ça fait rêver. Puis là vraiment pour moi, je trouve qu'il y a quand même du suspense quoi. Parce que je pense vraiment que Bryan peut battre Cena et remporter la ceinture quoi. Donc vraiment, vraiment super, quoi. J'ai hâte de voir ça. Ouais, je te rejoins. Pour moi, c'est l'aboutissement de ce qu'ils sont en train de faire avec Bryan depuis quelques temps là. Qui disait qu'il était le maillon faible de la Team Elno, qu'on lui disait non, Daniel, c'est pas toi. Puis d'un seul coup, il tue à lui tout seul le Shield. Il avait bien été mis en avant. Puis on s'est dit bon, Bryan là, c'est en train de prendre la foule aussi, ça revenait bien. Puis là, enfin, il est pêché pour SummerSlam. Je suis super heureux pour lui, super content parce que ça va être un match énorme. J'en suis sûr qu'il va tirer le meilleur de John Cena. Il y a une petite poignée de gars qui arrivent à tirer le meilleur de ces catcheurs-là. Daniel Bryan, c'est sûr, il peut le faire parce qu'il sait tout faire dans un ring. Il a tout pour lui et ça risque d'être un énorme main event avec une foule énorme aussi. Donc, je suis très impatient. Je voulais juste dire qu'il faut pas oublier le facteur X Randy Orton, qu'on va parler un peu plus tard. Ouais, voilà. Oui. Oh. Le trouble fait. Ouais. Ouais, mais bon, le match un contre un, on l'aura. Après, si Orton y vient derrière, ça, on pourra en reparler, on en débattra. Il y a pas de souci là-dessus. Voilà. Mais sinon, je suis assez d'accord avec Renaud sur l'aspect très préparé de ce main event, avec vraiment une montée de Daniel Bryan depuis ces dernières semaines assez extraordinaire, qui en faisait quand même l'ultra favori pour le match dont on va parler après.
D'ailleurs, il a encore été vraiment magnifique dans ce match. Enfin, ce mec est dingue. Il peut vraiment tout faire dans les matchs. C'est vraiment, enfin, je sais pas, il vole tout. Enfin, Bah, actuellement, c'est le meilleur, quoi, tout simplement. ouais, voilà, c'est tout simplement le meilleur. Même si CM Punk est en dessous. Non, totalement. Là, je te rejoins totalement. C'est vrai que Brian est vraiment au-dessus, quoi. Ouais, donc voilà, Daniel Bryan contre Cena, c'est une affiche qu'on n'aurait jamais pensé il y a quelques années, au moment où il y avait à peine la mallette, par exemple. Et cette progression avec le Yes et tout, qui participe grandement quand même à son succès, c'est dingue. Et voilà, et voir tant de succès des mecs comme Daniel Bryan, CM Punk, qui sont pas des physiques type de la WWE, qui font chier Vince McMahon à mon avis sur ce coup-là, qui est lui qui a une vision assez bodybuildée de la WWE. Bon, d'un côté il doit être content et d'un côté ça doit le faire un peu chier parce que c'est pas sa vision du catch. Mais voilà quoi, c'est assez exceptionnel de voir ce renouveau depuis quelques années dans le main event et franchement là c'est la fin d'une transition en fait. Qui se perd depuis plusieurs années et ça fait vraiment plaisir. Oui. En parlant de transition, bah justement, on va passer au main event. Donc, c'était comme l'année dernière en fait, Money in the Bank ladder match pour un contrat pour le titre de la WWE, sauf que c'était All Stars. Parce qu'il y avait 6 hommes finalement, vu que Kane était éliminé le lundi précédent à Raw sur blessure par la Wyatt Family qui fait ses débuts. Et pourquoi All Stars? Parce que c'était composé uniquement d'anciens champions du monde, dont 5 champions de la WWE, Christian étant l'exception, parce que lui, il a eu seulement, si on peut dire, le titre poids lourd. Et Rob Van Dam faisait son retour après une dernière apparition lors du Royal Rumble en 2009, et surtout, il n'était plus à WWE en fait depuis 2007. Il était opposé donc à Christian, Daniel Bryan qui avait remporté une fois la mallette Money in the Bank, CM Punk qui l'avait remporté 2 fois, Sheamus et Randy Orton. Et à l'issue d'une bataille de 26 minutes et 38 secondes, Randy Orton a décroché la mallette rouge qui lui donne le droit sur l'espace de 365 jours, je crois. Ouais, je sais pas né depuis sextile. C'est ça. Ouais. D'un match pour le titre de la WWE, lui qui n'a plus de titre depuis, je crois exactement 2 ans, le titre poids lourd en 2011. Donc, qu'en pense Renaud justement de ce match et de Randy Orton? Alors, j'ai trouvé que c'était un super main event. J'avais été très déçu du main event de l'année dernière à Money in the Bank. C'était aussi une sorte de All-Star, hein, avec moins de monde. Mais j'avais été très très déçu du résultat, mais surtout du match en lui-même. Là, c'était quand même très bon. Ça fait un bon moment que j'avais plus autant kiffé un Money in the Bank, sans compter l'opener de la soirée. Donc ouais, c'était super, ça s'est bien enchaîné. Il y a des spécialistes, hein. Christian et Rob Van Dam, ils savent tout faire à l'échelle. Punk est pas mauvais non plus, même si là, c'est vrai que j'ai un peu trouvé. Je trouve que Punk, lui, il est meilleur dans les 1 contre 1. Après, quand il y a beaucoup de monde, bon, c'est un peu moins le CM Punk que j'attends. Mais bon, ça reste quand même du très bon. Et je veux pas me la jouer celui qui devine tout, mais personnellement, moi, je pensais bien que ça allait être Orton qui allait gagner. Ça s'est vu d'ailleurs, hein, ça peut Voilà, remporter les pronos. Donc. Ouais, c'est ce que j'ai dit dans les pronos, parce que pour moi, Daniel Bryan avait tellement été mis en avant que la case mallette lui sert plus à rien. À l'époque, ça lui servait, il est monté tranquillement, il a eu son run de champion poids lourd. Et là, ça lui sert plus à rien. Et Orton, lui, il est tellement descendu bas, il était au sommet du monde en 2009-2010, vraiment dans les main events, leader de la Legacy, après super populaire aussi en face en 2010 quand il combattait la Nexus et tout. Donc et là, il était tellement redescendu en fait, il a plus été champion comme t'as dit depuis 2011, que là c'est pour reconstruire un personnage. Alors je sais pas s'il va l'encaisser très vite la mallette, je sais pas trop, mais en tout cas, il était obligé lui de passer par cette case-là. Et les autres dans le match, je les voyais pas non plus remporter le match. Donc pour moi, je trouve que la WWE fait quand même un bon choix, qu'on aime ou pas Orton. Je suis pas un hyper fan de Randy Orton, même si je respecte son boulot. Je trouve quand même que ce mec, bon voilà, il a quand même fait ses preuves et il mérite encore d'avoir un match pour la ceinture de champion du monde dans le futur, clairement. Donc voilà pour moi. Je comprends ce que tu dis, Renaud, mais Ouais. pour moi, Ouais. ce que ça fait, quand tu fermes ton pay-per-view avec Randy Orton qui a la mallette, c'est complètement une déception pour les mecs de Philadelphie, quoi. La foule est morte quand tu fermes le pay-per-view. Oui, non, là, je te rejoins totalement. Sur ça, je te rejoins totalement, MP. Ça, c'est clair. Surtout, en plus, à Philadelphie.
Mais tu voulais faire quoi? Rob Van Dam, t'as pensé à qui, toi? T'as Non. dit qui? Tu fais gagner Daniel Bryan parce que ça le fait entrer par la grande porte vers le titre, quoi. T'as Daniel Bryan qui est over, il peut pas être plus over que ça quand il gagne le ballet. Puis tu fais le lendemain, tu fais cacher, tu fais pas cacher Bryan le lendemain, mais tu fais annoncer qu'il va cacher SummerSlam. T'as le mec, tu peux pas avoir un mec plus over que ça, le WWE. C'est vrai que Puis, c'est une solution aussi. C'est une solution aussi. C'était une solution aussi de faire d'annoncer comme ça, comme RVD l'avait fait. Hein. RVD l'avait annoncé. John Cena aussi l'avait annoncé. C'est les deux seuls qui avaient annoncé qu'ils allaient cacher leur mallette. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça aussi. Moi, voilà. Pour moi, ils ont fait la bonne. Ils ont pris la bonne solution. Maintenant, bon. mais Ça, on je peut en veux dire, discuter longtemps hein, sur le je suis résultat. pas, tu sais, je comprends ce que Ouais, tu ouais, penses, mais je veux dire, pour moi, ça aurait été comme ça, je l'aurais bouclé. Mais je veux dire, Orton, c'est pas une mauvaise décision non plus parce que tu peux faire un heel turn, tu peux complètement. faire plusieurs choses avec, quoi. Tu peux le relancer certainement avec le Money in the Bank. Ouais. Pour parler du match en tant que tel, moi, j'ai moins apprécié parce que, je sais pas si ça a souffert avec la comparaison du Money in the Bank de SmackDown, mais je trouve que ça s'enchaînait moins bien. Ça a plutôt, ça a moins débuté à vive allure que le Money in the Bank de SmackDown. Bon, il y avait l'effet RVD aussi que j'ai bien aimé, par contre, d'avoir RVD avec la foule de Philadelphie complètement survoltée pour le retour de Rob Van Dam, mais je sais pas, je trouvais que on n'a pas assez vu des mecs comme Brian, comme CM Punk, qui sont des mecs que j'adore, puis que je suis sûr qu'il aurait peut-être pu apporter plus à ce match-là, quoi. Mais je trouve qu'on a un peu trop vu de Sheamus ou de Christian, qui étaient un peu, je sais pas, c'était pas nécessairement les mecs que la foule de Philadelphie appréciait, puis des fois on sentait à certains moments que la foule de Philadelphie était pas très animée, contrairement peut-être au Money in the Bank de SmackDown. Donc c'est pas mal ça que j'ai pensé. On n'a pas parlé encore, mais l'intervention de Polymatch, j'ai trouvé ça très bien pensé parce que pas mal de personnes pensaient que Lesnar allait intervenir, puis de faire intervenir directement Iman, je trouvais que c'est très bien pensé, puis ça suivait avec un très bon segment le lendemain à Raw, donc j'ai trouvé ça très cool. Tifo, t'as pensé quoi du match, sachant que sur le coup d'échelle de Paul Heyman, CM Punk c'est quand même bien fait ouvert le crâne, il a eu 14 agrafes, je crois. Et bah moi je rejoins MP pour ce match. En fait, le punter était vraiment tellement bon qu'au final je sors déçu du main event en fait. Au fin, enfin il est pas je veux dire il est pas mauvais du tout. Au contraire, ça reste quand même un bon match. Mais l'intensité était quand même nettement plus haute lors du premier match. Il y avait beaucoup plus de rythme. Là, c'est vrai que ça a été un peu en dessous. Il y avait moins de rythme. C'était plus construit. Et on n'a pas beaucoup vu les Bryan, les CM Punk. Donc ça, ouais, je rejoins vraiment MP là-dessus. C'est un peu une petite déception. Après le vainqueur Orton, j'ai été surpris, honnêtement, j'ai été surpris parce que moi je m'attendais à un Bryan ou voir un CM Punk justement. Parce qu'après Christian Sheamus, ça c'était une certitude qu'ils allaient pas prendre la mallette quoi, c'était sûr et certain. Après l'avantage, j'apprécie pas Orton, mais l'avantage c'est que ils peuvent enfin le faire passer heel grâce à cette mallette. C'est vraiment ce que j'attends de ça parce que sinon si c'est pour le faire gagner le titre tout en étant toujours face, pour moi ça fonctionnera pas du tout. Donc j'espère sincèrement un heel turn de Orton quand il va cacher la mallette. Quoi. Oh bah ça risque d'être ça. Hein. De toute façon, on l'a bien vu dans le row derrière. Il lui a dit à Cena clairement qu'il s'y attendrait pas quand il allait cacher la mallette. Il va reprendre cette attitude assez moche quoi du mec qui va saisir l'opportunité, un, un mix d'opportuniste et de prédateur hein, qui est un petit peu dans son gimmick de heel. Sur le match en lui-même, je l'ai trouvé bon, on va dire dans une optique différente du premier match, enfin du premier Money in the Bank. C'est-à-dire que là, on avait plus une succession de domination de chaque superstar qui montrait ce qu'elle avait et qui signifiait bien l'appellation All-Star en général. J'ai beaucoup aimé le début où il y a tout le monde qui se retourne sur Rob Van Dam et ce dernier se retrouve un petit peu coincé. Enfin voilà. Punk, Bryan sont vraiment bons, même si bon Bryan est vraiment au-dessus. Ça c'était clair, il a encore une fois un petit peu volé le match à ce niveau-là. Et c'est le mec qui obtenait le plus de réactions et tout. Et à l'inverse, Sheamus,
je crois qu'il a jamais autant bidé et je pense que c'est assez révélateur qu'en ce moment on sait plus trop le classer, il y a pas de fun. C'est comme Christian, je t'interromps juste, Christian aussi le bid quand même j'ai trouvé hein. Pour Philadelphie, j'ai trouvé qu'il a pas un gros bid. Christian peut-être un peu moins et c'est un peu plus logique parce que Christian bon il revient après je sais plus combien de temps d'absence, mais Sheamus c'était vraiment le gars qui souffre quoi parce que ça fait un moment qu'il a plus rien touché à part sa dernière rivalité sérieuse ça doit être contre le Shield. Après je me souviens plus de grand chose avec lui. Il a eu Marc-Henry très vite, mais Ouais, franchement très vite. Enfin voilà. Et ouais avec Extreme en effet. Et ouais donc ouais non sinon c'était un bon match avec la victoire d'Orton qui moi, je rejoins Renaud est assez logique, même si j'ai pas pronostiqué parce que j'ai eu un doute et j'ai voulu voter Brian parce qu'il me semblait vraiment ultra favori. Et comme le disait MP, ça aurait pu lui ouvrir la grande porte également. Donc là, bon, j'étais un peu entre les deux et je trouve la victoire d'Orton bien foutue et derrière je trouve le choix de Brian pour le match à SummerSlam très bien décidé. Donc au final, pour moi, c'est vraiment un super de 100% pour la WWE au niveau des choix, ce qui est assez rare. Et du coup, voilà, ce match m'a vraiment satisfait sur à peu près tous les plans. C'était vraiment un match très sympathique, même si, bon, vraiment un peu en dessous du MITB SmackDown. Et vers Voilà. pas, CM Punk n'a pas gagné, donc là c'est bon, là je pense que t'es rassuré, mais Randy Orton ça te rassure aussi ou pas? CM Punk, moi ce que j'ai retenu c'est son t-shirt qui est horrible. Mais à part ça, et merci Curtis Axel d'être intervenu, parce que même si je suis pas un grand fan de Randy Orton, je préfère à CM Punk. Et pour revenir déjà à tout ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dévoilées par les autres chroniqueurs, moi je voudrais revenir sur l'échelle prédécoupée qu'on a pour la 3e fois avec Sheamus, parce que l'échelle prédécoupée on l'a déjà eu avec Sin Cara, on l'a déjà eu avec John Morrison, et c'est toujours avec Sheamus. Donc pour une fois que ce soit Sheamus qui prennent et qui doivent vendre cette prise, ce spot-là, c'est pas plus mal. Parce que je sais pas pourquoi, à chaque Money in the Bank, à chaque match avec une échelle, il a toujours le même spot. Ça serait bien de réinventer quelque chose d'un petit peu nouveau. Après, pour revenir sur les autres, bon, Christian, oui, il a bidé, parce que bon, il était là grâce à sa compétence pour les échelles. Rob Van Dam, qui fait un retour classique, hein. Je m'attendais pas à plus, je m'attendais pas à moins, mais il assure dans le ring quand même. Bon, Daniel Bryan, c'est sûr que ça restait le favori de la foule, mais une victoire de Randy Orton n'est pas forcément plus mauvaise, parce que ça permet de revoir des petites choses. Bon, là, après, la petite chose qui me chagrine, c'est qu'on se dirige vers la 114e feud entre John Cena et Randy Orton. Donc faut qu'il y ait quelqu'un qui détienne le WWE Championship, parce que si par exemple on avait un Daniel Bryan, Randy Orton en feud, ça pourrait être très bien. C'est à voir, ça laisse beaucoup de perspectives, parce qu'il peut le cacher rapidement comme attendre un moment, paradoxalement. Donc, Sinon, pour ses propos sur CM Punk, vous retrouverez Verpadoro en tournée dans toute la France pour un lancer de tomates en place publique. Voilà. Merci. J'ajoute que je me balade avec le masque de Ric Flair et de Shawn Michaels en plus. le combo magique de Verpa, oui. C'est le mec en Game of Thrones qui met la tête de Ric Flair et de Shawn Michaels sur des pics. Et qui demande à tous les fans de catch de regarder les têtes. Franchement le mec sadique, tu es le Geoffrey des fans de catch. John Cena, et tout ça, ils me plaisent tous, hein, mais ces trois-là, non. Et petite réaction auditeur avec Basteries qui a trouvé ce match beaucoup moins bon que l'autre Money in the Bank de la soirée, avec beaucoup de moments à 2 catcheurs sur ring. Je suis assez d'accord avec lui. Et grosse performance de Sheamus, aussi d'accord avec lui, comme il le fait à chaque fois dans les matchs plus tôt. C'est bien, moi je m'appuie sur l'autre réaction pour réagir. Et Sébastien qui lui a été très enthousiaste avec un match très spectaculaire, un affrontement très brutal. Alors concernant Randy Orton, Sébastien a dit qu'il croit que c'est la bonne décision, qu'il va pouvoir effectuer son heel turn en cachant la mallette prochainement et possiblement sur Cena comme vous l'avez dit. Amin Emporio Copeland a dit que ça ne le dérange pas à condition que Randy Orton fasse un heel turn. Alan Le Gouelec a dit franchement je suis pas pour Orton mais si la mallette permet de faire enfin son heel turn ça me va. Grégoire Rousseau qui a dit quant à Randy Orton il va pouvoir retoucher au titre. Ça faisait quand même longtemps qu'il n'avait pas vu ce titre et voilà.
Donc comme quoi, le rendu, c'est vraiment que Randy Orton doit être vraiment grâce à ce biais de la mallette, quoi. Ça fait rebondir le personnage. Être destiné pour le personnage qui était vraiment dans une phase creuse depuis très 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 longtemps, et du coup ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils veulent relancer ce gars qui a eu vraiment des années fastes, et peut-être le retrouver au meilleur niveau en heel, ça va être bien. Voilà. Bon, c'était le mot de la fin, je crois, de ce pay-per-view par Orbaz. Donc on peut passer aux notes, je pense. 11 sur 10 avec le rendu de Tifo. Ah, je me tâte. Bon, allez, un 6,5. Parce que très bon opener, ça je leur dis. Le main event, mine de rien, était quand même bon. C'était quand même un bon match de l'échelle. Après, les autres matchs étaient un peu... Ouais, étaient classiques, on va dire. Il y a eu un bon Del Rio Ziggler. Après, ça restait classique. Donc, ouais, un 6,5. 6,5, ça le fait. Renaud. Moi, je lui mets 7,5, un bon 7,5, parce que comparé au Money in the Bank de l'année dernière, c'est quand même bien meilleur. Les deux Money in the Bank sont très bons, chacun dans leur genre. J'ai bien sûr adoré le Ziggler contre Del Rio, qui est pour moi vraiment un très très gros match. Et finalement, moi, par rapport à certains là, j'ai bien aimé le Jericho Ryback, beaucoup moins que le Ziggler Del Rio, bien sûr, mais c'était quand même pas mal. Donc bon pay-per-view dans son ensemble. Le match des Divas aussi était classe. À noter aussi, vite fait les gars, juste, j'ai pris note sur ça, que Ryback n'avait plus gagné en pay-per-view depuis Money in the Bank 2012. Donc Ryback, c'est peut-être son pay-per-view Money in the Bank, on verra bien. Sa première vraie victoire. Tant qu'il décroche pas une mallette. Ouais, voilà, ouais. La note de Verpal, justement. 8,25. Oui, normalement je fais ça pour Gus, mais bon, je peux pas. Aucun match qui sort vraiment qui est en dessous du lot. Bon, si on peut accepter vraiment le petit segment de Maddox qui était un peu foireux. En dehors de ça, c'est vraiment un pay-per-view qui est vraiment solide. Je pense que c'est un pay-per-view qu'on peut revoir en DVD dans 3-4 ans sans aucun problème. On n'aura pas le syndrome Capital Punishment ou certains des Little Champions. Donc ouais, 8,25. Orbaz. Pour moi, ce sera un 8 franc et massif. Payback m'avait réconcilié avec la WWE au niveau des matchs, et là, c'est plutôt au niveau des résultats. Résultats que je trouve vraiment cohérents, bons pour la suite, qui, on va dire, mettent une sorte de suite logique. Ça entraîne quelque chose qui aura du lien entre les rivalités, et qui rend le produit WWE un peu plus solide que ce qu'il n'était depuis un certain moment. Et du coup, ce pay-per-view m'a vraiment emballé à ce niveau-là, et puis les matchs étaient corrects, voire même très bons pour certains. Donc avec un kick-off qui en plus est au-dessus de la moyenne, donc c'est un très bon pay-per-view. Donc MP. Ben, moi, je pense que je vais être méchant, comme toi aussi tu l'as dit, toi aussi tu vas être méchant. J'ai hâte d'avoir ta note, mais je vais donner un 6 parce que j'ai pas été si satisfait. Donc. Mais j'ai bien aimé quoi les Money in the Bank, même si, comme j'ai dit, le Money in the Bank, le Money in the Bank pour le titre de la WWE, ben, je l'ai moins aimé. Je trouve ça particulièrement, comme j'avais dit, donc puis sinon, ben, le Henry Sinum était pas fantastique, hein, j'ai apprécié quoi. Mais sinon, le reste de la carte, ah oui, le Ziggler des Rio aussi j'ai bien aimé. Mais je veux dire, le reste, j'ai pas trouvé ça si super, même que je m'en serais passé. Bon, le prix chaud, j'ai bien aimé aussi. Mais c'est quand même juste un prix chaud, donc je donne un 6. Puis j'ai moins apprécié ce pay-per-view-là que Payback. Je dois être l'un des seuls, mais bon, je trouvais Payback supérieur en plusieurs points. Souvent c'est la qualité des matchs, et ce double turn Ziggler Del Rio avec une superbe histoire, c'était vraiment super. Puis le retour de CM Punk à Chicago, c'est vraiment un moment mémorable. Donc il y avait vraiment des trucs que j'avais bien aimé ce pay-per-view-là qui, je trouve, qui ont surpassé ce pay-per-view. Donc c'est pas mal ça, 6. Ouais, je confirme, c'est bien moi qui vais mettre la plus mauvaise note du lot, avec 5,5.
Parce que non, mais c'est pas que j'ai trouvé quelque chose de vraiment mauvais, mais je sais pas, ça me laisse des sentiments assez bizarres. Vraiment, je sais pas trop. J'ai un peu de Ça mal te à fait me des gribouillis. peut-être parfois. Ben, c'est-à-dire que le booking de Ryback, Jericho et de Del Rio Ziggler, ben, j'ai trouvé assez dommageable sur la fin, quoi. Et surtout peut-être un peu trop prévisible, je sais pas pourquoi. La WWE a du mal à me surprendre et c'est peut-être pour ça que je suis un peu moins enthousiaste. Mais cela dit, bah, il y a quand même de la qualité. Mais comparé à d'autres Money in the Bank que j'ai trouvé un peu moins, un peu, un peu moins solide, quoi, voilà. Ouais, je veux juste revenir sur quelque chose. 5-5, c'est pas ce qu'on a mis aussi pour Extreme Rules. Enfin voilà, c'est un peu mieux à ce niveau-là, je trouve quand même. Enfin, je sais pas, je le trouve un peu sévère, mais après, bon, chacun a son avis. Mais enfin voilà, ouais, Sando, c'est quand même une sacrée surprise, quoi. Si on regarde la proportion des votes pour les pronostics là, sur XWT, donc qui regroupe quand même énormément de gens qui votent pour quelque chose avec un petit enjeu, Damien Sando c'était 5% de réussite. Et c'était Ouais. la plus grosse cote de tous les participants. Ouais, donc enfin voilà quoi, c'était quand même bon. Après c'est sûr que c'est la seule vraie surprise du show, mais c'est juste pour dire que je trouvais un petit peu sévère. Hein, voilà. Que si j'ai bien compté, la moyenne, bon, je vais un petit peu l'arrondir au-dessus, on va dire, est de 6,96. Ouais, Ouais, c'est moi qui ai Ça un peu fait descendre l'affaire, quoi, ouais. Mais, mais comme quoi, ouais, bah, ouais, C'était c'est combien J'avoue Payback que je m'attendais à plus quand même. Mais bon. ouais, c'est à C'était cause de combien moi. Ça mérite, ouais, ça se mérite 7. Ouais, 7 ça va quand même, hein. C'est quand même dans un Ouais, bon. remarque, ouais, c'est vrai. Parce que c'est pas non Euh, plus le show de l'année non plus, quoi. c'est dans l'échelle de Payback, hein. Je pense. Ouais, c'est sympa, ça reste Ah, correct. voilà. Hein. C'est un jeu de mots que t'as fait ou t'as pas fait exprès là? Ah, ouais, Non 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 enfin, c'est pas grave. non, c'était pas fait Ah, exprès. d'accord. J'aurais dû le dire. Euh... pardon. Non, mais c'est bien. Voilà. Voilà. Donc, ben, en somme, Westos Radio vous recommande ce pay-per-view. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, je crois, Verpa, et ben, comme tu l'avais dit, je crois aussi hors base, c'est le genre de pay-per-view que vous pouvez revoir. C'est moi, je serais pas tout à fait de cet avis, mais quoique, non, quand même, je déconne. Et c'est pas le genre de pay-per-view comme Great American Bash 99 où que vous regardez ce show pour rire. On a fait l'expérience un peu. J'en parlais avec Renaud l'autre fois. Ouais. Un peu, il aime C'est bien un pay-per-view que tu regardes pour rire. Ouais, voilà, ouais. Après, Ouais. je pense que c'est Pour plutôt un un bon prochain pay-per-view insight. pour découvrir la WWE de manière assez confortable. Après, de là à dire que c'est quand même un excellent pay-per-view qui mériterait tous les honneurs, non. Je pense que vraiment il mérite sa notion de bon pay-per-view plutôt dans les résultats, dans la logique, que dans l'aspect des matchs qui étaient bons, voire très bons, mais pas non plus exceptionnels. Alors vous avez la rediff du pay-per-view lundi sur AB1, le lundi 22 à 20h40, et il y a la rediff après aussi le samedi 27, juste après le SmackDown du pay-per-view. Donc voilà, pour les retardataires. Et AB1 en plus évoqué par Michael Cole en introduction du pay-per-view. Ah ouais. Et en espérant qu'ils D'accord. ont résolu leur problème de diffusion lors du premier Money in the Bank où c'est le meilleur match, mais où il y a 3 minutes où on voit quasiment rien. Fallait pas Et le vous voulez dire. continuer sur la case TV parce que j'ai deux informations qui peuvent être qui Vas-y, peuvent balance. passer Ouais, totalement vas-y, on va inaperçues. faire avant Alors, les le partenaires. premier C'est truc Thierry Moreau. sur Discovery Channel dimanche, vous pourrez retrouver le catcheur Eric Young, donc de la TNA, qui va présenter sa fabuleuse émission de pêche. Et c'est traduit en français sur Discovery Channel France. Donc, Et juste ça vaut après, le vous coup retrouverez dimanche Shawn soir. Michaels pour la chasse. Et donc, Et alors, ils vont se retrouver à la fin, la case de TF1 pour chasse et pêche. Et Chasse vous et pêche retrouverez nature et Damien tradition. Sando sur Kato TV. est-ce que Shawn Michaels c'est sur Discovery Channel ou National Geographic? Parce que des Alors fois, ça là, arrive que les faut programmes soient faut chercher. Hein. Et donc là, le programme avec Eric Young, donc il part plonger aux États-Unis avec son harpon, là, ça s'appelle Fish Fighter, et donc c'est tous les dimanches, et ça commence donne envie. dimanche prochain. Merci, Et merci Radio Verpa. la- recommande Attention, j'en ai une deuxième.
Une deuxième information, alors là c'est sur Planète No Limit, vous pouvez retrouver un épisode donc consacré au travail des douaniers australiens. Et ces douaniers australiens, donc c'est une multi-rediffusion, hein. C'était déjà diffusé l'année dernière, mais je suis retombé dessus cette semaine, donc avec un peu de chance vous pourrez tomber dessus. Donc sur Planète No Limit, dans un reportage sur les douaniers australiens, vous verrez un petit gars qui passe et qui a un problème de passeport au niveau des douanes australiennes, et c'est Chris Hero. Chris Hero qui venait catcher en Australie, mais il avait un problème de passeport, donc on se marre bien pendant 10 minutes. Et en plus, il joue un petit peu avec la caméra, et donc il montre bien, oui, c'est un catcheur, champion du monde et tout ça. Et ça permet de voir Cassius Ohno dans le quotidien et dans les aléas de la vie en Australie. J'ai eu peur que le rapport avec le catch n'arrive jamais. Et si, ça passe cette semaine, Chris Hero. En plus, il a un fabuleux t-shirt, je sais plus si c'est pas Colt Cabana ou le podcast de Colt Cabana. Faut regarder. En tout cas, il y a la version américaine qui est postée sur le compte YouTube de Cassius Ohno. Donc on le postera peut-être. Mais si vous voulez voir Cassius Ohno traduit en français dans un documentaire lambda qui a rien à voir avec le catch. C'était la page Virpa. Eh oui. Voilà. Après ce petit moment télé, on va passer au moment partenaire avec FN Lutte, Vox Catch, la Wrestling Evolution League. Instant Catch avec deux nouveaux numéros donc sur Money in the Bank avec les deux Money in the Bank ladder match que vous pourrez retrouver sur Dailymotion donc et vous renseigner sur le compte Facebook et Twitter d'Instant Catch. Et aussi Catch Asylum, Catch Ultra, Revolt, la radio de Kevin, malheureusement qui n'a pas pu être présent ce soir, on espère qu'il pourra se joindre à nous la prochaine fois. On lui fait des gros bisous. Eh oui, bisous bien baveux. Et et vous pouvez nous retrouver sur le Twitter de Wessos Radio @Wessos Radio, le Facebook Wessos Radio officiel, le compte YouTube où vous pourrez suivre nos podcasts comme sur Archive et iTunes avec MP qui s'est occupé bien comme il faut là de tout remettre à point là pour le compte iTunes. Et pour nous écrire, réagir bien sûr sur le forum Wessels également, retrouver les infos. Par mail à l'adresse en minuscule tout attaché wesselsradio@gmail.com et donc sur Facebook et Twitter, voilà. Comme ça, comme cette fois-ci, comme la dernière fois également lors de Impact Wessels que vous pouvez retrouver également sur YouTube et archive.org, vous aurez vos réactions. Et on vous retrouve la prochaine fois, ce sera pour un Impact Wessels déjà. Ce sera vers le 7 août, je crois, qui sera consacré à l'actualité latine avec quelques pay-per-view qui arrivent. Ensuite, on fera, je pense, un Vintage Wrestles qui sera consacré à un SummerSlam. On vous en dira plus prochainement. Et sinon, bien sûr, le Senna Wrestles le mois prochain après SummerSlam, c'est-à-dire après le 18 août. Voilà. Donc, à moins que quelqu'un ait une petite blague pour finir ou une chanson, on va pouvoir fermer. C'est pas de la blague sur commande, hein. Ah, ouais, je sais T'en pas, demandes je mettais une pièce dans le distributeur et puis voilà, quoi. Tu demandes vraiment beaucoup, hein. Tu es exigeant comme animateur, hein. Vivement que Gus revienne, hein. Voilà la blague. C'est bon, tu l'as ta blague. Ah oui, effectivement, oui. Bon, mais sur cette bonne blague, alors, on vous dit à la prochaine et sur les réseaux sociaux et tout ça. Moi, je fais un gros bisou à Ben. Voilà. Et oui, évidemment, oui. Et le bisou, oui, évidemment, à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui font partie, qui ont fait le podcast, voilà. Non, pas tout le monde. Bref, oui, presque. On en oublie quelques-uns. Oui, d'accord. Autant pour moi, c'est vrai. Peace and love, mais pas trop. Et en conclusion, vous avez le thème de Ultimate Warrior, un hommage donc à sa présence dans le jeu WWE 2K14. À la prochaine, ciao. Salut tout le monde, ciao. Ciao.